Bonjour à tous, bienvenue sur la table ronde organisée par la Fédération des entreprises de l'eau sur le thème de la performance au service des territoires. Nous allons parler aujourd'hui avec nos intervenants que je vous présenterai dans quelques instants. D'abord, quelques éléments de contexte. L'Institut Terram que vous connaissez vient de publier une étude qui s'appelle Infrastructures invisibles, ce que les Français disent de leur réseau au quotidien, qui cite bien évidemment le secteur de l'eau, de l'assainissement. Cette étude, elle révèle 3 attentes majeures des Français, de nos concitoyens. Première attente, de la clarté en termes de compétences et de moyens mobilisés. Deuxième attente, de la fiabilité dans les choix d'investissement réalisés, on va en parler. Et enfin, de la sobriété pour prolonger les équipements et les adapter au changement climatique. Cette étude, elle s'inscrit dans le droit fil de notre table ronde qui va aborder la notion de performance dans les services d'eau et d'assainissement en intégrant non seulement l'efficacité des infrastructures, la qualité de l'eau délivrée au robinet puis dépolluée après usage, mais aussi la qualité du service rendu aux usagers, notamment via la relation client, la maîtrise des coûts, la durabilité des réseaux et la contribution au développement durable des territoires. Et nous aborderons également la manière dont les acteurs publics et privés s'engagent à travers la RSE, à travers la recherche et l'innovation pour renforcer la performance globale de ces services publics essentiels. Alors, je vais vous présenter nos intervenants que je remercie de participer à notre table ronde presque sur l'heure du déjeuner. Alors, tout d'abord, Régis Banquet, qui est le président de Carcassonne Agglo, également vice-président d'Intercommunalité de France en charge de l'eau. François Bergère, tout au bout, qui est délégué général de l'Institut de la gestion déléguée. Estelle Grelier, présidente de la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau. Et nous attendons de pied ferme Stéphane Saussier, universitaire, qui devrait nous rejoindre. Pour commencer, une question à Estelle Grelier. Nous sommes à moins de 6 mois des élections municipales. Selon vous, le thème de l'eau, est-ce que ce sera un thème majeur de cette campagne électorale? Quelles sont les attentes de nos concitoyens en la matière et qu'est-ce qu'ils attendent de leurs services d'eau et d'assainissement? Alors bonjour à tous, nous sommes en plein congrès des maires, donc on sait que le sujet de l'eau, on le voit, devient de plus en plus médiatique, mais plutôt à la faveur des crises, que ce soit des crises liées au dérèglement climatique et ou des crises sur l'émergence de nouvelles pollutions. On voit qu'il y a un nombre important d'articles qui questionnent à la fois ces sujets et qui questionnent aussi le modèle de l'eau à la française. Après, nous, ce qu'on a voulu savoir depuis la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau, c'est est-ce qu'il y a un retentissement chez le citoyen, parce qu'on est bien placé pour savoir qu'un certain nombre de sujets qui peuvent être portés d'une forme d'aura nationale ou d'une actualité nationale n'ont pas forcément de rebond sur les habitants en local. Donc on a commandé à Kantar un certain nombre une étude qui qualifie finalement ce que les habitants, en vue des élections municipales du mois de mars prochain, attendent s'agissant du secteur de l'eau. Et ils sont 72% à penser que le thème de l'eau doit être relevé en termes de priorité dans les programmes des candidats aux élections municipales. Ils sont 64% à penser que la campagne électorale doit être l'occasion de parler des solutions sur ces sujets. Et on se souvient aussi des conditions dans lesquelles se sont déroulées les précédentes élections municipales en pleine pandémie du Covid, avec évidemment une attention portée par les élus municipaux et communautaires sur d'autres priorités de santé publique. Et donc un certain nombre de débats ont été un peu effacés face à cette actualité sanitaire. Donc probablement aussi que ce regain d'intérêt pour le sujet, au-delà des crises, qu'elles soient de pollution, d'inondation, de sécheresse, est aussi amené par une campagne qui devrait se dérouler dans un climat plus normal. Et enfin, ils sont 91% à dire que ce n'est pas le moment de ralentir les investissements dans l'eau. Charge aux uns et aux autres de voir si on fait bien la relation entre le non-ralentissement, voire l'accélération des investissements dans l'eau, et le coût du service qui après amène aussi un prix pour l'usager. Et on sait que ces sujets sont plus complexes qu'ils n'y paraissent. Nous, Fédération des entreprises de l'eau, nous avons décidé de produire 10 engagements pour les candidats aux élections municipales qui rappellent
en quoi finalement les entreprises de l'eau sont aux côtés des territoires, sont des partenaires des collectivités et leur apportent des solutions dans un environnement qui est en pleine mutation, de transition hydrique. Donc c'est ce que nous portons aussi à la connaissance des uns et des autres, des associations, d'Intercommunalité de France, et merci à Régis de sa présence. Et moi je voulais juste dire qu'on voit qu'il y a une émulation autour du sujet de l'eau. L'IGD vient aussi de produire un rapport sur le sujet, et qu'il faut s'assurer que ces débats, ces diagnostics dont on a souvent, j'allais dire, l'art en France, arrivent bien à un moment sur des plans d'action concrets, réalistes pour les territoires, parce que nous croyons vraiment depuis la Fédération que le moment de l'action est plus que venu. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Vous l'avez dit, les services sont confrontés à des retards d'investissement dans les infrastructures. Ils doivent s'adapter au changement climatique, à l'évolution de la réglementation sur la qualité de l'eau. On pense au PFAS, on pense aussi à la directive sur les eaux résiduaires urbaines qui va traiter le sujet des micropolluants. Donc il y a un certain nombre de choses qui changent en matière de performance des services d'eau et d'assainissement. Je me tourne vers vous, François Bergère. L'Institut de la gestion déléguée a dévoilé la semaine dernière à InfraWeek toute une série de propositions intitulées « Gestion de l'eau au défi de la sobriété, diagnostic et recommandations ». Alors pourquoi est-ce que l'IGD a choisi de se saisir de la question de la sobriété et quelles conséquences relevez-vous quant à la notion de performance des services dans ce contexte ? Merci Aurélie et bonjour à tous. Oui, peut-être juste un mot très brièvement sur l'IGD pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas familiers. Donc l'Institut pour la gestion déléguée, c'est une fondation d'entreprise reconnue d'intérêt général qui réunit l'ensemble des parties prenantes, publiques ou privées, intéressées au sujet de l'amélioration de la gestion de nos services publics et des infrastructures qui les sous-tendent. Donc on agit, on est un tiers de confiance, je dirais. On agit dans ce but, optimiser la gestion de ces services publics en favorisant une collaboration active et intelligente entre le secteur public et le monde de l'entreprise au travers de divers travaux, analyses pour éclairer le choix des décideurs publics des collectivités territoriales. C'est à ce titre en effet que cette année on a retenu ce sujet de l'eau au défi de la sobriété qui nous est apparu particulièrement pertinent et opportun en cette période. Pourquoi ? Alors, l'eau, on le sait bien, ça a été le secteur privilégié pour le développement de la gestion déléguée, et ce depuis son origine au XIXe siècle. Concept concessif qui s'est développé, affiné au cours du temps, bénéficié d'une jurisprudence administrative abondante qui a été complétée par des lois Sapin, par exemple, intégrée dans la réglementation européenne, qui est devenue il a fait une dimension de plus en plus complexe et technique. Il a fait ses preuves, ce concept de la gestion déléguée dans le secteur de l'eau. Il a rempli la tâche qui est la sienne, qui est de délivrer effectivement de l'eau de qualité à plus de la moitié de la population. Il a été exporté à l'international. Pour autant, il est effectivement interrogé aujourd'hui au regard des nouveaux enjeux de développement durable et plus particulièrement de la sobriété. Alors sobriété en termes quantitatifs évidemment, comment passer d'un mode de gestion qui traditionnellement était plutôt orienté vers le développement de l'offre, la massification des flux, l'obtention d'économies d'échelle pour pouvoir derrière étaler des coûts fixes et minimiser les tarifs. Comment passer à un nouveau mode de gestion qui vise plus la préservation de la ressource et la gestion de la demande. Une sobriété ou un développement durable également en termes qualitatifs. On évoquait les nouveaux défis liés aux micropolluants. Et puis j'ajouterais une sobriété infrastructurelle également. L'idée étant qu'il y a peut-être à prendre en compte maintenant des trajectoires qui sont plutôt orientées à la baisse. En tout cas, c'est l'objectif dans un certain nombre de territoires en matière de consommation, et donc de dimensionner en conséquence les futures infrastructures pour éviter d'alourdir exagérément la barque en matière de coûts fixes. Donc ce sont tous ces nouveaux enjeux qui ont trait à la sobriété qui viennent interroger le modèle traditionnel, modèle qui reste aujourd'hui pour l'essentiel basé sur des considérations de volume fourni à l'usager, une demande réputée toujours en progression, et donc il s'agit effectivement de réaligner les incitations et de faire de l'ensemble des acteurs, qu'ils soient autorités organisatrices, opérateurs
opérateurs ou usagers, des acteurs engagés de la sobriété. C'était l'objet de nos travaux qui ont fait l'objet d'une première communication la semaine dernière. Le rapport complet devrait être publié sous peu. Merci beaucoup. On rappelle effectivement qu'à la suite du plan eau, il y a des objectifs de réduction des volumes d'eau potable consommés qui ont été fixés par les services de l'État, à la fois à destination de la consommation domestique. Il s'agit de faire attention, notamment en période d'arrêt sécheresse, de rendre l'usager dynamique dans ces politiques publiques de sobriété, mais aussi à l'égard des industriels, puisque les sites les plus consommateurs d'eau ont été identifiés et accompagnés par les services de l'État dans ce cadre. Alors, Madame la Présidente, vous l'avez dit, les Français sont prêts à soutenir ces investissements dans le secteur de l'eau. Les élus aussi. On va donner la parole à Régis Banquet, qui est donc vice-président de l'Intercommunalité de France en charge de l'eau. Les collectivités, elles fixent des critères de performance à leurs services d'eau et d'assainissement, quel que soit le mode de gestion. Quels sont selon vous les indicateurs prioritaires, puisqu'il est question bien de les mesurer? Pourquoi cela en particulier? Comment est-ce que vous les suivez en tant que collectivité? Et est-ce qu'il y a justement des nouveaux indicateurs qui sont mis en place et qui reflètent ces nouvelles attentes des usagers, par exemple sur le sujet de la disponibilité de la ressource ou sur celui de la qualité de l'eau? Alors, avant de vous parler des indicateurs, moi je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Estelle. C'est d'abord confirmer et conforter ce qu'elle vient de dire sur l'intérêt des Français qu'ils portent sur les politiques de l'eau pour la prochaine campagne électorale. Il y a un an, Interco de France avec l'IFOP avait réalisé un sondage. Nous étions à 61% des Français qui voulaient que ce sujet fasse partie de la campagne électorale des municipales. Aujourd'hui, nous en sommes à 72%. C'est dire à la fois l'intérêt mais aussi l'inquiétude de nos concitoyens qui grandit face, je dirais, à tous ces sujets de quantité, de qualité, qui aujourd'hui les intéressent par-dessus tout. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et pour arriver à relever ce défi, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Il faut se regrouper. Je connais une dame qui avait écrit une loi qui prévoyait de regrouper tout ça dans les intercommunalités. Certains ont choisi aujourd'hui le contraire. C'est de l'irresponsabilité pure et simple, je le dis. Aujourd'hui, nous devons avoir une surface suffisante pour réaliser les investissements à venir. C'est des milliards d'euros que nous devrons consacrer à la fois au sujet de sobriété, quantité, etc., sécurisation, etc., et au sujet de qualité. Et donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? On regarde des indicateurs totalement subjectifs. Ça, c'est quand on est sur le terrain et qu'on est confronté à la population. On a leur remontée, quelque part, en direct de ce qu'ils pensent de l'action que l'on mène. Et puis après, il y a les indicateurs tout à fait objectifs. Cela, c'est des indicateurs beaucoup plus techniques sur, par exemple, le rendement de nos réseaux, avec les indicateurs ILC, etc., qui nous permettent d'avoir l'image réelle de notre réseau et de son rendement, et donc de prévoir demain les investissements que nous devons réaliser, à la fois sur le renouvellement des réseaux et donc la gestion, quelque part, de la sobriété en diminuant le gaspillage et les fuites, et puis ensuite regarder tout ce que représentera demain cette intégration des eaux pluviales dans, je dirais, le traitement des eaux pour le rejet dans le milieu naturel. Ensuite, on a aujourd'hui un sujet qui monte de plus en plus, c'est le sujet de la qualité. La qualité, aujourd'hui, nos concitoyens y attachent une importance très forte parce qu'ils se posent des questions. Est-ce que l'eau qui coule de mon robinet, elle est bonne pour ma santé, elle est bonne pour mes enfants, etc. Et là aussi, on a des mesures qui se font, que ce soit sur les PFAS, sur les CVM, etc., à travers toute l'eau que l'on peut distribuer. Et ces mesures-là nous aident aussi, nous guident pour programmer nos investissements et diminuer cette pollution microbiologique qui touche, je dirais l'eau. Et puis ensuite, on a des indicateurs un peu plus subjectifs. C'est par exemple le taux d'impayé. Le taux d'impayé donne aussi une image de ce que peut représenter la politique de l'eau sur le territoire. Bien sûr, après, comment on suit ces indicateurs? Bien sûr, avec nos services, avec bien sûr les opérateurs avec lesquels on travaille. Bon, je ne vais pas les citer, mais ils sont tous regroupés dans
dans votre association. Donc ils sont tous là, donc on travaille avec eux bien entendu. Et on travaille bien sûr avec les services de l'État, l'ADREAL, etc., l'ARS, pour bien déterminer à la fois le diagnostic et à la fois les solutions qu'il faut mettre en place pour bien protéger notre population. Parce qu'au final, c'est ça, c'est protéger notre population et faire en sorte que, bien sur les 30 ans à venir, aujourd'hui, je pense que l'eau est l'enjeu majeur pour, notre souveraineté énergétique, notre souveraineté alimentaire et notre souveraineté industrielle. Et la puissance de notre pays et de nos territoires, elle se jouera là. Elle se jouera sur notre capacité à réaliser les investissements adéquats, cohérents et nécessaires sur la politique de l'eau. Merci beaucoup. Alors le secteur de l'eau, il requiert des compétences techniques de plus en plus pointues pour lesquelles la recherche-développement est mobilisée. On parle aussi de critères sociaux et environnementaux et même de performance globale des services. Estelle Grelier, quel est l'apport spécifique des entreprises de l'eau en la matière et en quoi répondez-vous à ces demandes nouvelles ou croissantes de nos territoires? Déjà, les entreprises de l'eau ont été historiquement très sensibilisées au sujet des indicateurs de performance, puisque avant l'observatoire CISPEA, qui aujourd'hui fait référence, puisqu'il englobe à la fois les services gérés en délégation de services publics et ceux gérés en régie, la fédération produisait pour ces entreprises des indicateurs de performance. Donc il y a une tradition, un ADN lié à la performance depuis les opérateurs des services d'eau potable et d'assainissement. Nous, ce que nous apportons, et nous nous appuyons pour cela sur les compétences et l'engagement quotidien de plus de 1000 chercheurs qui sont les salariés des entreprises de l'eau. Nous travaillons sur tous les sujets, par exemple, de maintenance prédictive, pour rebondir sur ce que disait Régis, c'est-à-dire comment on investit au fond, comment on accompagne les collectivités pour qu'elles investissent le bon euro au bon endroit et quelque part au bon moment avec une moindre empreinte carbone. C'est à ça sur lequel nous travaillons. La gestion de crise, j'en ai parlé. Les pollutions complexes, mieux vaut les anticiper pour savoir les traiter au moment où elles apparaissent. Il y a des sujets dont on parle encore insuffisamment, mais qui sont tous les sujets liés au risque cyber. Et ça n'est pas qu'une vue de l'esprit, et ça demande des expertises absolument impressionnantes. Et puis, il y a toutes les solutions, j'allais dire, cœur de métier que nous sommes en train de développer avec un aiguillon qui reste les directives européennes, notamment sur le fait de dire que des usines d'épuration, qui sont aujourd'hui, si ce n'est invisibles, au moins assez discrètes, deviennent demain des productrices d'énergie verte. Parce que c'est ça vers lequel on va nous inciter, ce qui est une bonne chose pour l'environnement, ce qui est une bonne chose aussi pour le secteur de l'eau. Et puis toutes les technologies autour de la réutilisation des eaux usées traitées que nous maîtrisons totalement et dont nous espérons qu'aujourd'hui les freins réglementaires qui sont mis en avant par les collectivités sont enfin levés pour développer dans certaines typologies de territoires ces dispositifs. Donc on est aux côtés des collectivités déjà pour leur apporter des solutions. Ensuite, pour pouvoir les mesurer et tirer le meilleur parti de ce que nous faisons. Nous avons eu des résultats de l'année 2023 s'agissant des rendements de réseau. On voit une progression de près de 1 point du rendement de réseau des réseaux qui sont gérés sous délégation de services publics. Nous faisons en sorte de mesurer à la fois les efforts consentis et les résultats adossés obtenus. Et puis nous plaidons aussi beaucoup sur l'installation de télérelève dans les collectivités, par les collectivités, pour plusieurs points, mais le premier, parce que c'est une aide importante pour les consommateurs, pour qu'ils maîtrisent leur consommation, qui reste notre objectif, la préservation de la ressource, notre objectif commun. Et c'est difficile de moduler sa consommation quand on ne la connaît pas ou quand on la connaît une fois par an et entre deux de manière estimative. Et puis il y a aussi la télérelève, c'est pas simplement une question de matériel ou de comptage, c'est aussi une question de services associés que nous pouvons développer en faveur des habitants. Et c'est ce que les entreprises de la fédération apportent sur les territoires au quotidien. Merci beaucoup. François Bergère, parmi les propositions de l'IGD, figure l'idée de contractualiser les objectifs de performance, quel que soit le mode de gestion, public ou privé.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi c'est un levier pour renforcer la performance des services d'eau et d'assainissement et surtout qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place, pour mettre en place cet outil? Oui, alors le fil conducteur, c'est effectivement qu'il faut plus et mieux intégrer ces notions de performance aux différentes étapes du cycle qui va amener d'abord à choisir un mode de gestion, à sélectionner des candidats, un attributaire, puis derrière à en surveiller ou superviser la bonne réalisation. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a lieu dès le départ pour la collectivité, l'autorité organisatrice, de se fixer déjà un peu une trajectoire qu'elle souhaite mettre en œuvre en termes de sobriété, d'objectifs de développement durable, d'en tirer les indicateurs pertinents, adéquats, de s'y référer dans le choix des candidatures. Tous les candidats n'ont peut-être pas les mêmes capacités à répondre à tel ou tel objectif ou contrainte, dans le choix de l'attributaire, bien évidemment, et une fois, et je dirais aussi dans le choix du mode de gestion. Parce que là aussi, ces exigences peuvent faire pencher la balance en faveur de tel ou tel mode de gestion en fonction de la technicité ou de la complexité ou de la spécificité qui est recherchée. Et puis ensuite, il y a évidemment l'intégration dans le contrat. Et ça, plus spécifiquement lorsqu'on parle de gestion déléguée, puisque c'est quand même l'outil qui va permettre d'encadrer la relation entre le délégant et les délégataires. Là, l'idée, c'est effectivement de fixer d'un commun accord et de pondérer des objectifs de performance contractualisés et de voir, de préciser dans quelle mesure ils vont impacter la rémunération. Alors à ce stade, et peut-être vous dire, oui, mais alors si on fait de ces objectifs de performance, je dirais, le critère de la rémunération, est-ce que ça ne vient pas impacter la nature de la relation? Est-ce qu'on est toujours dans le cadre d'une DSP, puisque, a priori, ça sera plus difficile à faire payer par l'usager un objectif de performance que par l'autorité concédante? Notre analyse, c'est que non. L'origine de la rémunération en soi n'est plus un critère pertinent pour requalifier une DSP par rapport à d'autres modes. Donc on peut parfaitement combiner l'outil DSP avec l'injection d'objectifs performance et d'une rémunération qui peut être en partie apportée par la personne publique, selon des proportions à déterminer. Ça n'exclut pas pour autant, effectivement, c'est pas encore véritablement expérimenté, mais on commence à voir des contrats innovants qui sont un peu dans cette direction. Ça n'exclut pas d'envisager le recours à des marchés globaux de performance, par exemple, s'il s'agit uniquement d'optimiser la performance en termes de services, voire à des marchés de partenariat. Alors c'est un thème qui a été un petit peu, qui est moins tendance aujourd'hui qu'il a été il y a quelques années, mais qui permet d'intégrer effectivement le préfinancement d'investissement, la performance en termes de réalisation et de maintenance de l'actif et une performance technique d'exploitation. Donc si vous voulez, la conclusion, c'est qu'effectivement, dans la boîte à outils juridique aujourd'hui à la disposition des collectivités, il y a les outils nécessaires pour traduire ces recherches, cet objectif de recherche de performance, et que la bonne démarche, le bon réflexe à avoir du côté des décideurs publics, des autorités organisatrices, c'est de se poser ce genre de questions à toutes les étapes, y compris en amont, en termes de comparaison du mode de gestion, et donc d'objectiver la comparaison des choix qui pourront être faits pour mettre en œuvre ces objectifs. Merci beaucoup. Donc 2 idées. La première qui serait de pouvoir comparer sur les mêmes bases le choix du mode de gestion, qu'il soit public ou privé. Et puis une proposition qui rejoint ces nouveaux contrats de performance qui existent aujourd'hui, avec un exemple très concret qui est que l'opérateur peut être rémunéré sur les mètres cubes économisés et pas sur les mètres cubes vendus. Voilà, ce sont des exemples qu'on retrouve à la métropole européenne de Lille, à l'agglomération de Saumur-le-Val-de-Loire, qu'on peut retrouver également à Brive. Donc il y a quelques exemples qui sont éloquents en la matière. Régis Banquet, on va parler d'un sujet dont on a beaucoup parlé entre élus ces derniers mois. C'est la réforme des redevances des agences de l'eau. Parce que dans cette réforme des redevances des agences de l'eau, qui est une réforme assez technique, il y a malgré tout une nouveauté, l'introduction de critères de performance, donc de redevances performance à la fois pour l'eau potable et pour l'assainissement. Est-ce que vous pensez que ça va dans le bon sens? Est-ce que ça doit encourager finalement les collectivités, puisque vous savez que se met en place un système de bonus-malus? Bon, bonus, vous avez moins de redevances à payer si la collectivité est très dynamique sur les solutions, et en revanche, malus si la collectivité est en retard sur les investissements en matière de performance eau et assainissement. Alors je vous répondrai oui, mais. Oui, parce que
il faut qu'on atteigne des performances pour tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, améliorer notre qualité de politique de l'eau dans le temps. Donc la performance est importante. On n'est pas dans la devise de Coubertin. L'essentiel, c'est de participer. Là, on est dans un match contre le changement climatique qui a déjà de l'avance. Ils nous ont marqué déjà 2 ou 3 buts. Et nous, il faut que... Mais on est à la mi-temps, là. Il faut qu'on rattrape ça et qu'on gagne le match. Donc voilà, il faut qu'on aille vers la performance. Ça, c'est important. Et je dirais, le changement, je dirais, de type de redevance est intéressant à ce niveau-là, puisque ça oblige quelque part à aller vers de la performance. Et je rebondis sur ce que disait Estelle tout à l'heure. Performance, c'est parler de télérelève. Moi, je vais vous citer l'exemple de la ville de Carcassonne, où on a mis avec notre opérateur la télérelève, des capteurs sur tout le réseau de transport. Aujourd'hui, on est à plus de 90% de rendement, ce qui, quelque part, est un bon résultat. Bon, voilà. Donc, la performance, elle est importante. Mais, aujourd'hui, attention, il ne faut pas que ce désir de performance et donc cette participation financière à la performance repose uniquement sur les ménages. Parce que c'est ça. Ça va reposer uniquement sur les ménages. Il faut que, quelque part, on retrouve une philosophie de pollueur-payeur. Parce que, bien, par exemple, les eaux pluviales qui viennent surcharger nos stations d'épuration, il faut bien les traiter. Et elles transportent, je dirais, bien des pollutions qui sont produites par l'industrie, par tout un tas d'acteurs qui aujourd'hui ne participent pas à ce traitement de l'eau, et ce traitement va devenir de plus en plus difficile et de plus en plus coûteux vu je dirais, les dernières directives de l'Europe en ce sens, qui nous obligent, ça va arriver très rapidement, bien de traiter beaucoup plus et beaucoup mieux les eaux qui vont sortir de nos stations d'épuration pour revenir dans le milieu naturel. Ce qui est tout à fait logique. Mais cette logique, il faut qu'elle soit partagée par tous, et il faut que chacun mette son obole dans ces traitements-là, et que cette performance ne soit pas uniquement ne repose pas uniquement sur le budget des ménages. Donc. Merci beaucoup. Donc vous posez la question de la clarification du coût du service public et de la participation de l'ensemble des usagers à ces coûts. Estelle Grelier, on arrive au terme de cette table ronde. Petit mot de la fin pour conclure. Que tous ces sujets plaident en faveur d'une réforme, ou en tout cas d'une grande interrogation s'agissant de la pérennité du modèle de la délégation de service public, qui est un formidable outil de coopération entre le secteur public et le secteur privé, et qui aujourd'hui est déstabilisé dans ses fondamentaux par l'environnement, c'est-à-dire que la préservation de la ressource en eau, qui amène des trajectoires nécessaires de sobriété hydrique, mais du coup des baisses de mètres cubes consommés, amène finalement à contrarier ce modèle économique, y compris d'ailleurs dans la capacité à investir des collectivités. On le sait, dans notre pays, il y a un sous-investissement un peu historique. Il y a une dette, notamment d'investissement dans les réseaux, à laquelle vont s'ajouter évidemment les grands projets que nous devrons porter s'agissant des stations d'épuration dans le cadre de la DRU, mais aussi tous les enjeux de qualité. Donc on voit bien que le modèle économique, il est en train de bouger, et que les sujets sont pris un peu... chacun par le bout de la lorgnette, c'est-à-dire on fait un média sur la pollution, un média sur l'historique de rendement de réseau, un autre sur les conséquences du dérèglement climatique, et qu'il est temps, et c'est ce sur quoi nous travaillons ardemment depuis la Fédération, à remettre en cohérence la chaîne de valeur de l'eau dans ces enjeux de préservation de la ressource, de qualité de la ressource, mais aussi d'équilibre financier des services publics d'eau et d'assainissement. Donc c'est là-dessus, et toutes les bonnes idées, tous les soutiens de ce que nous portons sont évidemment bienvenus, puisque nous savons que nous nous adressons à une audience de gens professionnels du secteur. Merci à tous en tout cas. Merci beaucoup. On va vous distribuer les 10 engagements des entreprises de l'eau, et vous pouvez également scanner ce QR code pour pouvoir accéder à ce document en PDF. Merci de votre attention. Bonne fin de journée.